Pour la rentrée et toujours en célébration des 100 000 abonnés, j'ai voulu conjuguer deux sujets qui me tiennent à cœur. À savoir les grands espaces enneigés du Grand Nord américain et les films de chiens. Déjà parce que j'ai une grande passion pour le Grand Nord depuis que j'ai vu la bande à Picsou, ensuite j'adore les chiens, à tel point que j'ai déjà fait une vidéo dessus en 2015. Et restreindre le sujet au Grand Nord m'évite de parler de l'Antarctica de 2006 et de péter le moral de tout le monde. Et qui dit Chien des Neiges dit forcément Jack London, qui popularisa le genre en écrivant notamment L'Appel de la Forêt et Cro-Blanc, deux romans racontés du point de vue d'un chien, portés de nombreuses fois au cinéma et même tout récemment avec un film d'animation l'an passé pour Cro-Blanc et un prochain en 2020 pour L'Appel de la Forêt par Chris Sanders avec les voix d'Omar Sy et d'Harrison Ford. J'ai des souvenirs bien émouvants de ce chien. Alors c'est après avoir participé à la fameuse ruée vers l'or du Klondike qui dura de 1896 à 1899 et qui rameuta plus de 100 000 personnes en Alaska et au Canada que Jack London voulut coucher sur le papier les nombreux témoignages obtenus pendant qu'il traînait dans les bars. Oui, en fait, il n'est resté que 3 jours dans sa concession. De fait, dès son retour à San Francisco, Jack voulut notamment écrire sur la condition humaine et surtout les maltraitances animales dans le Grand Nord canadien. Je crois qu'il est prêt. Et après quelques nouvelles, publia L'Appel de la Forêt en 1903, raconté du point de vue de Buck, un Saint-Bernard, extirpé de sa condition bourgeoise, qui, après moult maltraitances, tombe enfin sur un propriétaire sympa, qui se fera massacrer par des Indiens. Finalement, le chien deviendra chef de meute après avoir sympathisé avec une louve. C'est un peu expédié, mais c'est bien résumé. Oui, comme on allait parler de chiens et bouquins, je suis allé chez Ginger. Et puis il y a sa chienne. Coucou. Coucou toi. La vidéo, c'est pas juste un prétexte pour voir Dickens. Hein? Et 3 ans plus tard, il va réitérer en 1906 avec Cro-Blanc l'antithèse de L'Appel de la Forêt, puisqu'il s'agit ici d'un jeune chien-loup issu de la vie sauvage, passant de main en main d'un indien violent et alcoolique à un organisateur de combat de chiens, jusqu'à finir enfin heureux dans une charmante demeure à San Francisco grâce à son dernier propriétaire. Ce qui est marrant, c'est que Jack London avait écrit L'Appel de la Forêt quand il était fauché, et quand il a écrit Cro-Blanc, il s'était bien enrichi entre-temps. C'est peut-être pour ça, ce revirement. On voit d'ailleurs Buck le Saint-Bernard dans le Cro-Blanc de 1991, réalisé par John Randall Kleiser, qui avait fait Grease avec John Travolta. Allez, récupère ton chien. Buck. Le film reprend beaucoup de la trame du livre et ajoute le personnage de Jack Conroy, interprété par Ethan Hawke, qui est un mélange entre Jack London et le bon maître Weedon Scott de Cro-Blanc. Comment il s'appelle? Mike Hawke. Qu'est-ce que ça veut dire? Cro-Blanc. Et même s'il se focalise beaucoup sur les humains, le film montre en parallèle la vie du jeune louveteau avec des images qu'on croirait issues d'un documentaire animalier de Jacques Perrin, avec le parcours de Jack au Klondike jusqu'à la concession de son père. Tu y es. Et à plusieurs moments du film, leurs vies vont s'entrecroiser jusqu'à ce que Jack recueille finalement Cro-Blanc. Ça va? Pardon. Mais tu pleures? Non? Pour les connaisseurs, Cro-Blanc est interprété par Jed, qu'on avait déjà découvert au début de The Thing de John Carpenter. Et heureusement, il a un poil plus affectueux dans celui-là. Baisse-toi! Mais j'aime beaucoup Cro-Blanc, même s'il prend beaucoup de liberté par rapport au roman, notamment lors du passage chez les natifs, et certes tu pleures beaucoup tout au long du film, mais justement, je trouve que la relation entre Jack et Cro-Blanc est parfaite. Ethan Hawke dit d'ailleurs toujours que Jed reste le meilleur acteur avec qui il a partagé l'affiche. En plus, le réalisateur s'est appliqué à donner autant de temps de présence à l'histoire de Jack qu'à celle de Cro-Blanc. Et les animaux n'ont pas été maltraités durant le tournage, puisque toutes les scènes de combat sont en fait des scènes de jeu. Et même le lapin du début est une peluche. Le film insiste d'ailleurs sur les bienfaits du dressage positif au lieu du dressage punitif. Non. Je voulais seulement lui faire une caresse. Les chiens doivent juste travailler. Oui, mais il travaillerait encore mieux si vous étiez plus gentil. Pour eux, on est des dieux. C'est pour ça qu'ils obéissent. Pas parce qu'on est gentil. Puis ce qui est cool, c'est qu'à travers le parcours de Jack, tu découvres ce qui était la vie d'un prospecteur de 1897, depuis son arrivée à Skagway en Alaska, puis la montée du col de Chilkoot et ses marches gravées dans la montagne, l'attente du printemps avec la construction de son bateau au bord d'un lac, la descente du Yukon, la prospection avec les mines qui s'effondrent, et il te montre même quand tu dois faire analyser ton or, ce qu'on ne voit jamais normalement. On est riche.
Enfin, même les décors sont réalistes puisque le film a été tourné sur place en Alaska, non loin de la ville de Haines, qui conserve encore la fosse Dawson City, construite pour le long métrage. Oui, tu peux toujours visiter les décors, c'est marrant. Bon, par contre, ils t'en ont fait une suite en 1994, où déjà tu vois pas des masques blancs, et puis Jack abandonne le chien au tout début du film, aux mains d'un type qu'on connaissait pas, qui est en fait exactement le même personnage que Jack, mais il fallait bien légitimer le changement d'acteur. Enfin, du coup, ça te gâche complètement la relation entre les deux du premier film. Et maintenant? Jack London, lui, est décédé en 1916 à l'âge de 40 ans, son corps ayant été affaibli par de nombreuses maladies contractées tout au long de sa vie, comme la diphtérie quand il était tout jeune ou le scorbut en Alaska. Parce que, forcément, qui dit territoire isolé dit peu d'accès aux soins, comme dans une autre histoire qui nous intéresse et qui met encore en valeur des chiens. À la mémoire de l'invisible... L'invincible courage des chiens de traîneau qui ont transporté le sérum antidiphtérique sur 1000 km depuis Nenana pour sauver les enfants de Nome. Nous sommes le 25 janvier 1925 dans la ville de Nome en Alaska. Depuis quelques jours, plusieurs cas de diphtérie sont apparus dans cette bourgade de 1400 habitants, touchant d'abord les Inuits des environs, mais c'est évidemment une fois que les colons ont été atteints qu'ils ont vraiment commencé à s'inquiéter. Une maladie mortelle s'attaquant d'abord aux voies respiratoires avant d'atteindre le système nerveux et dont le seul docteur de la ville ne possède qu'une poignée de remèdes périmés. Évidemment, l'accès par les côtes est bloqué par les glaces, la voie des airs est impraticable à cause de la neige, et le seul moyen de rapatrier les 30 000 doses de sérum nécessaires depuis la ville de Nenana située à plus de 1000 km de là est d'utiliser la même méthode que pour le courrier, c'est-à-dire grâce à des chiens de traîneau courant presque 7 jours et 6 nuits dans les contrées glaciales de l'Alaska. De Juneau, bureau du gouverneur. Nous envoyons le sérum par chemin de fer. Stop. La voie se termine à la ville de Nenana. Stop. Sélectionnez vos chiens les plus rapides pour l'attelage d'un traîneau qui transportera le sérum de Nenana à Nome. Stop. Dieu veuille que le train passe. Stop. C'est cette histoire qui fut adaptée en 1995 pour le chouette film Balto, réalisé par Simon Wells et produit par Steven Spielberg grâce au studio d'animation Amblimation, qui nous avait déjà donné Fievel au Far West, ainsi que Les 4 dinosaures et le cirque magique. Et alors que Spielberg hésitait entre l'adaptation du livre Histoire comme ça de Rudyard Kipling, la comédie musicale Carnival ou un western nommé Crazy Dog, c'est finalement Balto qui l'emporta, grâce au lobbying de Simon Wells, qui était tombé sur le scénario écrit par Cliff Ruby et Elana Lesser. Laisse-moi te dire une chose, Balto. Un chien ne peut pas faire ce voyage seul. Mais peut-être un loup peut. Alors bon, évidemment le script prend des masses de liberté par rapport à la véritable histoire. Certes, une partie du trajet a bien été effectuée en train d'Anchorage à Nenana, mais ils te font croire qu'un seul convoi s'est tapé toute la route, alors qu'il s'agissait d'une course de relais en fait, avec 21 attelages au total, de jour comme de nuit, dont le plus connu à part celui de Balto, eh bien c'est celui de Léonard Sepala, mené par son chien Togo, ayant effectué presque 400 km aller-retour. Sepala avait l'intention de continuer jusqu'à Nome, mais un musher vient à sa rencontre et prend le relais. Sepala a parcouru plus de 320 km au total. De fait, l'histoire retint Balto, le chien de tête du dernier attelage qui, comme dans le Balto du film, avait d'abord été laissé de côté par Sepala, au profit de chiens plus puissants. Mais Gunnar Kassen, le dernier musher, n'ayant pas de chien pour son attelage, a demandé à la femme de Sepala s'il pouvait prendre Balto. Le 1er février à 22 h, Kassen récupère donc le sérum et Balto mène le convoi au cœur d'une immense tempête de neige. Kassen aurait dû passer le relais à un dernier attelage mené par un certain Ed Ron, mais il décide de continuer quand même. Ron serait resté endormi selon les dires de Kassen, mais on pense aussi qu'il a voulu obtenir tous les honneurs en arrivant directement à Nome. C'est ce qu'il fit et Balto fut donc encensé par la presse, devint le héros de son propre film en 1925, dont il ne subsiste plus grand chose aujourd'hui, et qui possède sa statue à Central Park, à New York, où est accrochée une plaque vantant tout de même également les mérites des hommes et des 150 chiens ayant participé à cette formidable aventure. Oui, parce que dans la majeure partie du temps, le musher il voit rien, soit à cause de la neige, soit à cause de la nuit, et c'est donc les chiens qui font quasi tout le travail. Donc bon, Balto n'a peut-être pas fait tout seul, mais ça reste un très bon chien-chien, regardez-moi cette bouille. T'es un bon chien, Balto. Bon chien, bon Bravo, chien. bravo, chien. T'es un brave garçon. Le film s'en sort néanmoins par une pirouette puisqu'il s'agit d'une histoire racontée par une grand-mère à sa petite fille, donc on peut l'excuser de l'avoir embellie. Balto a vraiment fait tout ce qu'ils disent là, grand-mère. Oh oui, ma chérie, il l'a vraiment fait. De même, alors que dans la réalité Balto était un husky sibérien, dans le film ils en ont fait un chien errant, chien loup de surcroît,
rejeté par toute la ville du fait de ses origines, sûrement parce que ça permettait de raconter l'histoire d'un outsider réussissant ce qu'aucun chien de traîneau ne pouvait accomplir. Excuse-moi, Balto le métis. Et toi, vieille oie, t'es métis toi aussi? Moitié dinde. Alors, comme tout bon film pour enfants, on comprend rapidement qui est l'antagoniste, qui est le comic relief, et qui va jouer le rôle du love interest, à savoir Jenna, une chienne amoureuse de Balto, et qui n'a d'autre fonction que servir de peluche à la petite Rosie et de jouer les groupies à distance pendant que Balto fait de la varap. Bon, c'est pas vrai, elle se tabasse avec un grizzly. Jenna? Ok, elle lui sauve la vie à un moment, mais forcément elle se casse la patte, permettant aussi à Balto de s'acquitter des comic relief, raccompagnant la demoiselle à la ville. Vous devriez tous y aller sans moi. Jenna. Non, je vous ralentirai trop. Après, je critique, mais les personnages comiques restent très attachants, Boris motivant toujours Balto quoi qu'il advienne. Hey! Et les deux ours Muck et Luc ont de chouettes mimiques. J'ai honneur des ours! D'ailleurs, au générique, tu retrouves Christophe Serrant à l'animation de Boris, tandis qu'Olivier Coipel, oui, le type derrière la BD House of M chez Marvel, était assistant sur les ours. Oui, bien sûr qu'on a plongé dans l'eau, qu'on a bougé, qu'on s'est mouillé, qu'on a... Luc, on a nagé. Après, heureusement qu'ils sont là pour réchauffer un peu l'ambiance, parce que le film ne prend pas vraiment de gants en ce qui concerne la maladie des enfants et le sort qui les attend. Puis, tu sens qu'ils ont passé un bon moment à étudier des chiens, parce que t'as plein de petits détails comme les oreilles qui se redressent ou certaines positions qui sont très naturelles. En fait, mis à part l'animation des humains assez chelou par moments, le film est magnifique, avec quelques effets 3D mais pas trop, de jolis décors tout le long où ils ont essayé de ne pas avoir que du blanc et du noir à l'image, et t'as tout plein de chouettes séquences illustrées par la musique de James Horner. Balto est de retour! Jenna. Par contre, t'as curieusement aucune chanson dans le film, mis à part celle du générique de fin, alors que c'était la norme dans l'animation à l'époque. Ce qui explique peut-être en partie le beat du film, puisque, mine de rien, une bonne chanson, surtout en boucle sur les ondes, ça aide, je vise personne. Et ajoutons que, pendant le développement, Spielberg annonça aussi la fermeture du studio et la création de DreamWorks Animation, ce qui, bon, d'abord mit un coup au moral de l'équipe, même si la plupart émigrèrent vers DreamWorks, mais du coup, le film sortit morné, on va dire, ce qui explique pourquoi t'as pas eu d'efforts au niveau marketing. Mais Universal t'a fait quand même de suite en vidéo, pas du tout par la même équipe, et qui reste, sympathique en vrai. Ouais, surtout le troisième film racontant une nouvelle course contre un avion, où ils ont quand même réussi à hypersexualiser une oie. Ils sont très très forts. Pourquoi tu ne viens pas voler un peu avec moi? Mais enfin, là aussi, ils prennent beaucoup de liberté avec la réalité, puisque si dans les films, Balto reste un homme, en vérité, Gunnar Kaasen trimballa le chien pendant 2 ans, dans des spectacles à travers les États-Unis, puis fut vendu à un musée de Los Angeles, où Balto et ses 6 compagnons furent laissés à l'abandon. Lorsqu'un certain George Kimball vit dans quel état déplorable le pauvre Balto finissait ses jours, il lança une immense campagne de financement pour réunir les 2000 $ nécessaires pour récupérer l'attelage. Et le 19 mars 1927, Balto et ses congénères furent enfin accueillis par le zoo de Cleveland, où il termina sa vie. Il y demeure empaillé aujourd'hui. Alors, t'as aussi eu en 1997 une version sous Paint par les Allemands de Dango Pictures, spécialisée dans la copie cheap de dessins animés. C'est moche, animé avec le cul, parfois tu vois d'autres décors derrière. Balto est un con tout le long et réagit même pas quand son pote tombe dans un ravin. J'espère que c'est pas un otage. Je n'y arriverai jamais à sauter par-dessus le ravin. Oh non, je dois d'abord me reposer un peu. Si tu te reposes, tu t'endormiras et tu mourras de froid dans la neige. Bon Dieu, il me faut cet animal. Quant au récit de cette incroyable aventure, il a donné naissance à une immense course de chiens de traîneau, nommée l'Iditarod, qui... Alors... Chut, écoute pas mon bébé.
L'Iditarod, c'est plus de 1600 km dans tout l'Alaska, soit 2 fois plus de chemin qu'en 1925, que les mushers effectuent chacun, avec un seul attelage, pas 21, pendant 7 à 10 jours, avec seulement un jour de repos exigé. Et bon, maintenant t'as heureusement des protections obligatoires sur les papates des toutous, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et pareil, certains mushers permettent à un de leurs chiens de se reposer durant les étapes, mais ils ne le font pas tous. Et comme les prix vont de 70 000 $ pour le premier à 10 000 $ pour le 20e arrivé, sans compter tous les sponsors, bah évidemment t'as des mushers qui n'ont aucune considération pour leurs chiens. Pour eux c'est du carburant, hein, et tant pis si t'en as qui tiennent pas la route, ils s'en foutent, ils en ont plein. T'as l'air un peu tendu. Au Canada et en Alaska, les chiens de traîneau sont considérés comme du bétail, c'est-à-dire que légalement, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. T'as des élevages de 100 à 400 bêtes qui passent 24 heures sur 24 attachés à des poteaux. C'est légal. Et je te laisse imaginer ce qui arrive aux chiens qui ne sont pas aptes à la course ou qui sont juste malades. Après, ils ne sont pas tous comme ça, hein. T'as des bons élevages, heureusement, mais l'Iditarod, ça ne devrait pas exister. Ces animaux n'ont pas demandé à être utilisés à une telle cadence dans ces conditions extrêmes. Tous les ans, t'as des chiens morts. On en recense officiellement 150 depuis 40 ans, soit le même nombre de chiens ayant participé au relais d'origine. Tu parles d'un hommage ? Je prends le relais si tu veux. Tu prends Dickens, je prends le relais. Donc, en 1994 sort en librairie Winter Dance, l'histoire vraie d'un éleveur du Minnesota qui fait le pari de concourir l'Iditarod, et curieusement, au début des années 2000, tu vas avoir 2 films adaptés du bouquin. Un non officiel par le réalisateur de Spice World, et un autre officiel par le réalisateur de Beethoven et de la course aux jouets, même si l'histoire diffère complètement du roman. Moi, je connais quelqu'un qui en mange encore plus, j'en suis sûr, j'adore ça. Eh, non, non, non. Prends-moi ce fromage. Je vais vous montrer comment on mange ce fromage. Et c'est des comédies. Des comédies. Commençons par Kevin of the North, le non-officiel, sorti en 2001, avec Skeet Ulrich de Scream qui travaille pour une agence de voyage et apprend par courrier la mort de son grand-père, trappeur en Alaska, qui lui lègue par testament sa concession à condition qu'il prouve qu'il est un homme, un vrai, en participant à l'Iditarod. Alors je pars loin d'ici et je vais prendre la vie à bras-le-corps. Et avec quoi? Mon héritage! Oui, monsieur! Mon grand-père vient de mourir et il m'a tout légué. Ton grand-père. Alors évidemment, il tombe sur une splendide jeune femme qui va l'entraîner. Mush. Mush. C'est seulement dans les films qu'on entend mush. Évidemment, ça se passe mal. Et à un moment, ces chiens se font kidnapper et t'en entends plus jamais parler. Il se fait même pas chier à les chercher, non. Il a une vision de son grand-père dans les chiottes et il part récupérer d'autres chiens dans un chenil absolument pas conditionné pour de telles températures extrêmes et encore moins pour tenir 1500 km. Et il traite hyper mal ses chiens tout le long. Les amis, écoutez, je sais que vous avez peur. Mais moi aussi j'ai peur. Quoi qu'il puisse nous arriver, ça vaudra mieux que finir à l'usine de colle. C'est un sale con! Alors évidemment, t'as des méchants, à un moment tu crois que tu vas voir un ours, mais... Nope. Chuck Testa. La nana de la mutante veut pas coucher avec Skeet, mais 2 secondes après elle se ravise. Tu as raison. Et après un duel sur la ligne d'arrivée, ça finit par Leslie Nielsen qui attaque Skeet avec un chasse-neige. Leslie est même pas drôle dedans, les chiens tu t'en fous, et pour ajouter à la soupe au caca, t'as carrément une pub pour l'Iditarod à la fin. Je sens pas un peu la merde? Par contre, en 2002, t'as eu donc un autre film sur le même sujet, produit par Disney, qui, ironiquement, avait déjà réalisé en 1994 une histoire quasi similaire, également tirée d'un fait réel, sur un type déchu participant à une course d'attelage. Bon alors c'est peut-être pour ça que le film de 2002 n'a plus rien à voir avec le bouquin, même s'il le cite au générique. Le scénar ayant été écrit notamment par Tommy Swerdlow, qui avait fait Rasta Rocket, justement, ainsi que Scott Alexander et Larry Karaszewski, Deadwood. Du coup, avec toutes ces réécritures, l'éleveur blanc du Minnesota du bouquin devint un riche dentiste noir de Miami, interprété par Cuba Gooding Jr. durant sa période creuse, qui apprend par Uhura qu'il a été adopté et qu'il vient d'hériter d'une concession accompagnée d'une petite surprise. Et alors qu'on aurait pu croire que, comme pour Kevin of the North, Cuba Gooding Jr. allait participer à la course, et en fait pas du tout. Non, déjà c'est pas l'Iditarod, mais une course fictive nommée l'Arctic Challenge de 600 km uniquement, et pas 1500. Cuba n'y participe même pas, le champion est montré comme un con imbu de lui-même qui ne s'occupe même pas de ses chiens. Olivier, vous venez de remporter l'Arctic Challenge. Qu'allez-vous faire à présent? Je vais aller à Disneyland Paris.
Et Cuba utilise en fait son attelage pour aller sauver James Coburn dans son avant-dernier rôle au cinéma, Perdu dans la montagne, faisant ainsi écho avec les origines de la course, à savoir la mission de sauvetage des malades de Nome. Ce soir, quelque part dans la nuit, se déroule une histoire vieille comme le monde. L'homme et l'animal œuvrent ensemble, affrontent les éléments, dans ce qui est devenu non pas une course contre l'autre et pour la victoire, mais tout simplement une course contre la montre et pour la vie. Du coup, vu le sujet, on aurait pu s'attendre au pire, mais Chien des Neiges, c'est super sympa en fait. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est fun, comme la course aux jouets du même réal en fait. Et en fin de compte, c'est assez ironique de voir qu'une expédition dans le Grand Nord montée dans l'urgence afin de sauver des enfants mourants a servi de prétexte pour organiser une course dans laquelle des connards d'éleveurs traitent mal leurs chiens. Tout ça pour finir en comédie feel good avec Cuba Gooding Jr. qui découvre que les petits chiens c'est quand même très mignon. Salut mon vieux. Et je pense que c'est une bonne manière de conclure ce petit tour d'horizon sur les films de chiens dans le Grand Nord. Et oui. Écoute-moi bien, démon. Mes mains sont toutes abîmées. C'est probablement la dernière fois que j'y vais. Et ce sera ta dernière course à toi aussi. Alors, qu'est-ce que tu dirais de laisser à tout ce beau monde un souvenir mémorable ?